Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous tourner une mini vidéo qui sera peut-être pas super longue, qui va encore parler de loyauté. Dans ce mois de la loyauté, vous allez avoir des tests et des défis avec vos enfants dans votre parentalité. C'est quoi être loyal et comment mettre le bon curseur, le curseur au bon endroit dans cette loyauté, dans votre parentalité en tant que parent. Eh bien en fait, vous allez avoir en principe des batteries de tests qui pourront être des batteries de tests au quotidien avec vos enfants, parfois 3 ou 4 défis identiques, enfin pas identiques, mais 3 ou 4 défis avec le même enfant, où vous allez devoir apprendre à avoir le bon positionnement et vous serez observé là-dessus. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui a été évoqué dans toutes les vidéos sur ma chaîne, tout ce qu'on a déjà abordé dans les capsules, etc., dans toutes les vidéos parentalité, vous allez devoir avoir le bon positionnement de votre posture droite dans votre rôle et responsabilité de parent. C'est-à-dire que votre enfant n'est pas votre copain, donc vous avez un rôle d'éducation et parental, mais pas non plus systématiquement comme vos parents l'ont fait, avec plus de connexion au cœur et plus de justesse dans la juste nuance de gris. Donc c'est-à-dire que peut-être eux, ce qu'ils appelaient une éducation où ils étaient tyranniques et sans connexion au cœur avec les « il faut »,« je dois », vous allez devoir avoir assez de pédagogie pour expliquer pourquoi vous souhaitez ça à votre enfant. Vous devez être capable de verbaliser, de communiquer. Vous ne devez pas chercher à imposer. Votre enfant fera davantage les choses s'il comprend une logique. Surtout dans cette nouvelle génération d'enfants, ils aiment faire les choses par logique. Ensuite, il y aura aussi le fait de savoir être ferme quand c'est nécessaire, parce que certains enfants, parfois, vous avez été trop laxiste avec eux et ils sont déjà en train de dériver dans un côté un peu fourbe, parfois sournois, un peu dans l'abus. Donc vous devez être capable d'être dans une posture ferme quand c'est nécessaire. Ferme, c'est pas claquer contre les murs, voilà. Je me sens toujours obligée de remettre les choses dans le contexte pour éviter le côté abusif, voilà. Car souvent les gens comprennent ça avec un mode extrême. Vous devez être capable de rester droit et d'être ferme avec votre enfant, mais pas non plus d'être entêté dans une posture alors que peut-être parfois c'est la vôtre, votre posture est peut-être pas du tout la bonne, et que vous fonctionnez comme vos parents, avec des croyances erronées de « il faut »,« je dois ». Ça vient de quelle procédure? On ne sait pas. Donc souvent, en consultation, on démêle un peu toutes ces situations au cas par cas pour justement remettre les curseurs au bon endroit. Parce que justement, vous, de la façon dont vous avez été éduqué, vous n'avez pas eu le bon modèle et le bon schéma sous les yeux. Et parfois, vous pourriez un peu vous prendre dans des lianes et trébucher. Donc en fait, c'est toujours avoir la bonne posture par rapport à ça. Donc ça, il faut analyser au cas par cas. Et souvent, ce que je vois en consultation, c'est que votre analyse n'est pas la bonne. La façon dont vous fonctionnez, c'est pas la bonne. Votre verbalisation n'est pas la bonne. Vous fixez des limites parfois trop sur certaines choses alors que vous devriez être plus laxiste et lâcher du lest. Parfois vous êtes hyper sectaire sur les écrans et parfois c'est un peu trop. Vous êtes trop rabat-joie, mais parfois c'est un peu trop pour après vous la péter auprès de vos parents et montrer moi je, et en fait c'est pas encore... ça manque de connexion au cœur envers votre enfant, c'est encore vous, votre image, votre vitrine vis-à-vis de vos parents. Vous allez être testé sur tout ça et vous êtes loyal sur quoi en fait? À qui? Là aussi vous êtes beaucoup testé là-dessus.
Donc voilà, vous allez être un peu observé sur toute cette loyauté, à qui vous êtes loyal. Est-ce que vous êtes loyal à votre serpent, à votre ego, à votre vitrine, réellement à votre enfant? Il y a beaucoup de positionnements parfois ou des comportements que vous avez où vous cherchez vous-même un profit pour être aimé. Parfois vous utilisez votre enfant en ce but, alors que pour lui ça serait pas bon, et si vous aviez dû vivre la même chose à son âge, vous n'auriez pas apprécié. C'est-à-dire parfois vous l'utilisez à des fins qui a un profit personnel, narcissique, mais lui n'aimerait pas en fait avoir connaissance de ça, et vous le faites un peu sans son aval, sans lui, et lui n'apprécierait pas vraiment. Il y a beaucoup de choses que vous faites comme ça. Oui. Beaucoup de choses que vous faites à ce niveau-là, mais qui manquent de loyauté envers eux. Moi, j'ai toujours un peu ce fil conducteur que dans tout ce que je fais, je me demande toujours quel est le meilleur positionnement à avoir. Et le soir, je demande toujours au guide si mon positionnement a été le bon. J'ai toujours le fait que oui, mon positionnement est le bon. Ce qui me rassure, mais je continue de vérifier pour être sûre que je suis droite et que j'ai le comportement juste et adéquat, parce que j'ai besoin de me sentir en paix avec ça et être sûre que je n'abîme pas. C'est important pour moi, pour dormir sur mes deux oreilles, parce qu'on a déjà beaucoup de choses qui nous préoccupent. Mais si en plus on doit mal dormir la nuit parce qu'on s'en veut, parce que nous-mêmes on agit mal, moi ça pour moi c'est trop lourd à porter. C'est toujours quelque chose qui... J'ai pas voulu m'infliger ce genre de torture dans la vie. Je trouve déjà, quand vous êtes hypersensible, dans cette forme de vulnérabilité, vous avez déjà les tracas de voir les gens parfois dans des soucis, vous vous tracassez déjà pour certaines choses, donc vous voulez pas vous rajouter des tracas inutiles, et moi j'ai pas envie de me... Dans mon masochisme, je suis pas masochiste au point de vouloir me rajouter une culpabilité de mes actes. Donc j'ai toujours, dans mon esprit contrôlant, dit, ben, au moins j'ai le contrôle sur ça, toute cette partie-là, je peux déjà réduire ma charge mentale en étant hyper droite. Et moi, ça a toujours été mon fil conducteur dans la vie, c'est d'être droite, en fait, pour être sûre que je n'abîme pas les autres, que je ne les utilise pas, pour pas avoir déjà les karmas à vivre, les x3, les retours de manivelle, les effets miroirs, tout ça, et pas avoir à porter ce poids de la culpabilité. Je préfère agir correctement. Mais parfois, vous êtes sûr que votre façon d'agir est ok, mais vous n'avez pas un angle assez connecté au cœur et vous ne prenez pas en compte de « mais est-ce que mon enfant aimerait, lui ?» L'enfant que j'étais à son âge, est-ce qu'il aurait apprécié ça? Moi, je me pose toujours ces questions, en fait. Je me mets toujours à la place. Vous savez, il y a cette phrase, d'après une étude très sérieuse, « se mettre à la place de l'autre, de temps en temps, empêche de devenir un gros con. » C'est un peu ça, vous voyez, toujours se poser la question de se mettre à la place de l'autre. Et vous allez être testé sur tout ça. Vous allez avoir des défis autour de ça. Je vais devoir vous laisser. Peut-être que demain, je rajouterai un complément d'information à la suite de cette vidéo. On verra. Belle soirée. Petit coucou, donc voici la suite de la vidéo que j'avais commencé à tourner hier. Par rapport à ça, nous avions hier parlé de loyauté dans la parentalité, donc vraiment le sujet sur lequel vous allez vraiment devoir prêter attention, c'est que je vais prendre un exemple que je vois assez souvent dans la vie, chez les gens que j'ai en consultation, ou même qui gravitent dans ma vie autour de moi. Même par exemple, mes propres parents, vous voyez ?
j'ai vraiment eu beaucoup d'exemples concrets où tout le monde vivait un peu la même chose. C'est-à-dire que, imaginons que ma mère, par exemple, j'ai au téléphone ma maman au téléphone le matin et qu'elle dise « Moi, je suis quelqu'un qui... Ah, ça, moi, ça me fait rien. Ah, ça, c'est pas très grave. » Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle verbalise quelque chose qui est propre à sa personnalité, un peu comme un commercial avec sa voiture. Voilà, ça, c'est une voiture qui a telle option. Eh bien, elle a le lendemain une épreuve pour vérifier si ce qu'elle a dit était vrai. Et quand vous connaissez bien la personne, parfois vous savez que cette personne est dans un déni ou qu'elle fait un peu ce que moi j'appelle faire son kéké, c'est-à-dire rouler des mécaniques, moi, voilà, mais qu'en fait c'est vraiment pas représentatif de la réalité. Et vous allez voir que cette personne, dès le lendemain, elle a l'épreuve de vie qui vient un peu vérifier si ce que tu as dit que tu étais était si vrai que ça. Et cette épreuve, inévitablement, quand vous connaissez réellement la personne, et moi, de par mon métier, je m'attends bien à ce que cette personne ne réussisse pas ce fameux défi, puisque cette personne est un peu en train de vendre qu'elle est alors qu'elle ne l'est pas. Certaines personnes le font par orgueil, vanité, un peu par ce côté commercial, je me la pète, d'accord ? Et d'autres personnes sont dans un réel déni de qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'être répétés pendant très longtemps « moi je suis ci, moi je suis ça », et tellement se le répéter pour en faire leur vérité, alors que c'est pas du tout représentatif de ça. Ce mot et cet adjectif ne correspondent pas à leur identité et à leur personnalité, parce qu'en psychologie, cet adjectif ne veut pas du tout dire ça. Donc parfois la personne, elle ne met pas le bon adjectif, pas la bonne définition, elle fait une amnésie sur beaucoup de choses qu'elle fait, elle est elle-même aveuglée, elle a des lunettes cœur quand elle se regarde elle-même, elle a un réel déni sur qui elle est, ou il y a encore plein de situations, vous allez voir, où elle est entourée de personnes qui sont tellement pires qu'elle là-dessus, que comme ces personnes sont à ce niveau-là, sur ce sujet-là, et qu'elle, elle est moins qu'eux, elle estime qu'elle est OK. Non, en fait, c'est pas parce qu'elle est moins que le pire du pire, c'est-à-dire que si ces gens sont très extrêmes, elle est juste en dessous des extrêmes, qu'elle n'est pas au niveau de guérison prérequis. Il y a plein de gens qui sont beaucoup moins qu'elle encore, et l'objectif à atteindre, c'est d'être beaucoup moins que ça. C'est encore beaucoup trop. Même si c'est moins que les extrêmes dont elle est entourée, ça reste beaucoup trop. Mais cette personne, en fonction de qui elle est entourée, peut-être que dans ce collectif, elle, dans son entourage, c'est peut-être la personne qui l'est beaucoup moins que les autres. Donc, elle s'auto-évalue toute seule comme étant OK là-dessus. Donc, elle vend, oui, moi, je suis ci ou moi, je suis ça. Sauf que si elle était dans un cercle autre, avec des personnes qui sont tout à fait OK sur cette notion-là, si elle se faisait évaluer par quelqu'un d'autre, comme par moi, par exemple, moi, je trouverais qu'elle n'est pas du tout OK là-dessus. Que c'est beaucoup trop, qu'elle doit travailler là-dessus. Donc parfois, vous auto-évaluez seul dans un cercle restreint par rapport en vous comparant à des gens qui sont très extrêmes, c'est pas toujours la bonne solution. Parfois, vous avez vraiment besoin d'aller rencontrer des gens différents de votre cercle, et là, vous allez voir que, comparé à eux, ah oui, là, vous avez encore du chemin à faire dans votre guérison. Il y a d'ailleurs encore un autre cas, c'est que certaines personnes s'auto-évaluent mal parce que eux-mêmes,
été à ce niveau-là, ils ont évolué, et comme ils ont atteint ce niveau-là, ils se disent, ça y est, j'ai guéri ça. Ah non, tu as atteint là, mais ce qu'on attend, c'est que tu arrives là. Donc tu n'es pas du tout guéri, c'est encore beaucoup trop. Et là aussi, il faudrait que tu ailles te confronter à des personnes différentes de ton cercle, que tu sortes de ta zone de confort et d'aller te confronter à des personnes différentes pour te rendre compte de ça. Le problème, c'est que les gens qui sont dans cet ego spirituel, qui ne sont loyaux qu'à eux, dans cette loyauté à eux, de n'écouter que leur auto-évaluation à cause d'un excès de confiance, vont jamais s'auto-évaluer sur ce qu'ils ont à travailler. Ils vont jamais aller se confronter à des gens différents, ils vont toujours côtoyer des gens identiques. Donc en fait, à quel moment ils se rendent compte de ça? Ben, en fait, ils ont tellement des mécanismes contrôlants pour pas vivre cet inconfort qu'en fait, ils stagnent, auto-persuadés que leur auto-évaluation est la bonne, alors qu'en fait, leur auto-évaluation est fausse. Et comme ils vont jamais chercher la confrontation à la contradiction et jamais ils évitent ce moment parce que être contredit, c'est inconfortable, ils sont, ben en fait, ils évoluent pas. Et c'est un peu le problème de beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, qui sont dans cette stagnation, à cause de toute leur stratégie contrôlante pour pas vivre l'inconfort, donc vous voyez pourquoi il a fallu travailler l'inconfort et le côté sucre d'orge, génère une énergie verdâtre dans le collectif qui est pullulante, qui est plombante, qui est gréviste, qui maintient dans la rigidité, dans la non-évolution. Et c'est très plombant, c'est cette énergie qu'on ressent le matin, c'est ce collectif-là qui finalement ne se remet pas en question. Donc, c'est un peu le problème en fait. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour oser aller se confronter à un professionnel, à quelqu'un comme moi qui inévitablement aura un franc-parler et vous dira ce qu'il a vu. Quand vous détestez entendre la vérité parce que ça ravive votre blessure d'humiliation, votre blessure de rejet, ben en fait, à chaque fois, vous mettez sous cloche votre blessure, mais vous ne la nettoyez pas. Et c'est pour ça que ça reste sensible. Même 1 an, 2 ans, 3 ans après, vous ne vous êtes pas assez confronté à la différence, à la contradiction, à des débats avec authenticité, parce que vous avez toujours cherché à rester à pas être contredit. Et donc, vous vous auto-coachez seul dans votre coin, mais en fait, vous nettoyez pas tout. Et c'est pour ça que ça stagne. C'est pour ça que ça stagne. C'est que vous diabolisez l'inconfort encore, vous avez encore des mécanismes contrôlants pour pas vivre d'inconfort. Et en fait, vos guides le voient, Et c'est ce qui vous fait stagner. Donc, beaucoup de personnes ne cherchent pas le contact. Et pourtant, vous auriez besoin de ce contact. Alors, quand vous êtes premier cheminant et que vous êtes déjà dans cette optique-là, soyez pas étonnés que le deuxième cheminant ne revient pas vers vous, se confronter à vous. Ah ben non, il y a un gros effet miroir. Donc, dans tout ça, observez un peu cette loyauté. Vous êtes loyal à qui, au final? À votre serpent, à vos blessures, à vos peurs. Mais vous n'êtes pas loyal à la montagne, à votre évolution, à votre guérison. Vous n'êtes pas dans la loyauté de votre plan d'incarnation. Et donc, inévitablement, selon l'énergie que vous mettrez pour protéger votre serpent, votre ego blessé, et que cet ego blessé soit jamais confronté au nettoyage, eh ben, vous pourriez finir votre incarnation avec le fait que vous n'avez pas rempli les cases de ce que vous aviez à guérir sur votre plan d'incarnation, et donc vous ne pouvez pas aller en réunion. Et vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de guéri, puisque vous-même, vous n'êtes pas guéri, que ce soit la réunion avec votre FJ ou quelqu'un d'autre. Puisque la réunion doit déjà se faire à l'intérieur de soi. Mais vous atteignez jamais cet état de réunion intérieure, puisque vous avez contourné
tout ce qui était inconfortable. Donc, à chaque fois que vous allez verbaliser, que ce soit dans la parentalité ou même autre chose, que vous allez faire ce jeu un peu de séduction ou de moi je suis, moi je suis, moi je suis, vous allez avoir une situation dans les 24 heures qui va vous mettre à l'épreuve pour voir si c'est vrai. Même moi, j'ai ça. Est-ce que je réussis derrière? Oui, les guides le confirment, vous voyez, vous pouvez sortir votre pendule. Est-ce que Peggy réussit derrière son défi quand elle dit « moi, je suis ça », vous verrez que oui. Et je sais que quand je dis que je suis ceci, je suis cela, je vais être testée pour voir si c'est toujours vrai. C'est la même règle pour tout le monde. Donc, inévitablement, les guides vont constater chez vous à chaque fois, est-ce que vous êtes vraiment aligné? Est-ce que vous êtes assez réaliste sur qui vous êtes? Est-ce que vous cherchez à séduire les autres? Est-ce que vous êtes encore aveuglé? Est-ce que vous êtes encore dans le déni? Est-ce qu'il y a une stratégie de séduire, de mentir les autres, de convaincre les autres que vous êtes, alors que vous n'êtes pas? Et je pense que le pire, c'est quand vous dites à des personnes « je suis ceci » et que ces gens-là ont déjà eu 1001 preuves que vous ne l'étiez pas. Là, vous vous tournez en ridicule. Et là, vous pouvez éventuellement faire courir une rumeur sur vous dans votre lieu de travail en disant les gens vont aller dire bah, il est culotté quand même de dire ça, et c'est pas du tout le cas. Les gens vont pas toujours vous dire en face les choses. Beaucoup de gens sont hypocrites. Vous-même, est-ce que vous êtes quelqu'un de franc entre ce que vous pensez et ce que vous dites à la personne? Les 3/4 du temps, vous n'êtes pas dans cette forme de loyauté. Souvent, vous faites les coups en douce. Vous allez pia, mais à la personne intéressée, vous n'en avez même pas parlé. Si vous en avez parlé à la personne, ok. Dans ce cas-là, vous faites que vous confiez à une personne, oh, moi, je pense pas trop, mais de toute façon, je lui en ai parlé, il le sait, voilà. Mais si vous en parlez à pia à des gens, alors qu'à cette personne, vous ne lui avez jamais dit, ça, c'est de la médisance, c'est de la rumeur, c'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie. Et ça, inévitablement, vous allez revivre x3, parce que c'est pas ok. Après, il y a d'autres formes de loyauté. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai 2 enfants. Parfois, quand j'ai un reproche à faire à l'un, en général, je vais le prendre à part. Je ne vais pas le faire devant tout le monde. Et le recadrage a lieu en privé. Quand je reviens, souvent, l'autre enfant va me demander que je raconte. Et souvent, je dis non, c'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. Pour moi, la loyauté, voilà comment elle se passe. Les autres n'ont pas à être au courant. Dans une famille dysfonctionnelle, souvent on divise pour mieux régner, et là on va toujours un peu à l'école porter, raconter, faire des rumeurs. On parle trop. On parle trop. Il n'y a pas de respect. L'enfant sent que c'est pas sécure, il sent que c'est du pia, qu'il ne peut pas se confier. Donc inévitablement, ça va recréer un truc où mon parent n'est pas loyal, il va m'utiliser à un moment pour soit être rigolo auprès des gens, soit lui obtenir de l'attention, il racontera tout ce que je fais, et ça, c'est pas loyal. Oui. Moi, je fais très attention à ça. Quand j'ai accepté de parler des parents des enfants en vidéo, ça a toujours été très tempéré pour pas dévoiler quelque chose de intime qui les concerne et concerne leur vie. Car depuis le début, j'ai toujours dit au guide que moi, je tenais à être dans cette loyauté et pas utiliser les gens autour de moi pour faire de la télé-réalité.
Non, moi je ne chosifie pas les gens. Mes enfants sont à l'âge de l'adolescence, même Lali, elle arrive dans l'adolescence, elle va rentrer au collège et ils sont de plus en plus précoces, les gamins. Donc inévitablement, il y a plein de choses qu'ils ont vécues, tous les deux. Je n'ai fait aucune capsule là-dessus. Non. Pourquoi? Parce que je ne vais pas les utiliser pour mon travail, je refuse. J'ai accepté de faire des vidéos parentalité sur des choses anodines qui ne les mettent pas en péril, voilà. Mais leur vie personnelle, vie dans leur individualité, moi je refuse de les traiter comme des bêtes de foire. Et pourtant il s'est passé beaucoup de choses. Les guides le confirment. Il s'est passé beaucoup de choses, oui, vous pouvez vérifier au pendule. Est-ce que Peggy a refusé d'en parler en vidéo? Oui. Pourquoi? Parce que je fais une barrière. Je fais le parent sécure. Je suis alignée sur mes valeurs. Même si j'avais tout raconté, oui, inévitablement, ça m'aurait mis moi en valeur. Pourquoi? Parce que vous auriez vu, j'aurais pu me la péter pour montrer, vous avez vu, je suis un bon parent, vous voyez? Parce que dans toutes ces situations, j'ai réussi des défis compliqués et je les ai réussis. Donc j'aurais pu les utiliser pour me la péter, et ça depuis 1 an ou 2 ans déjà. Mais je n'ai rien dévoilé. C'est resté personnel, privé. Et même quand j'ai abordé certaines capsules, la dimension intime de l'anecdote, elle restait à l'intérieur. Elle n'était pas dévoilée dans la capsule. C'est normal. C'est normal. Parce que leurs émotions, comment ils vivent les choses, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, tout ça, c'est entre eux et moi. Donc je suis cohérente et je reste fidèle à cette loyauté. Inévitablement, je sais que ça frustre certains d'entre vous. Oui. Certains d'entre vous aimeraient avoir une caméra cachée chez moi, voir tout ce que je fais, comme dans une télé-réalité. Vous aimeriez pouvoir m'utiliser moi, pouvoir utiliser mes enfants pour votre profit à vous. Et sans scrupule. Pourquoi? Parce que c'est toujours cette phrase, c'est moi, myself et moi, égoïste malgré moi. Cette chanson dans je tourne la page de Scheim. Mais moi, ce ne sont pas mes valeurs. Donc, j'ai pas fait. Et je suis toujours restée dans une nuance de gris, de voir comment aborder une thématique sans trop dévoiler, en restant dans un cas parfois concret, sans dévoiler. Le problème, c'est qu'on arrive à un âge où c'est beaucoup de sujets qui touchent à de l'adolescence. C'est déjà une période compliquée pour un enfant. Je ne vais pas en plus les traiter comme bêtes de foire et les exposer, non. Est-ce que moi j'aurais aimé à leur âge? Pas du tout. Trop de parents utilisent leurs enfants pour leur vitrine parce qu'eux en tirent un profit. Quand ils vont au boulot, ils se la pètent, moi je, mais dans la réalité, ce qu'ils racontent qu'ils sont, ils ne le sont absolument pas. Ils ne le sont absolument pas. Moi, je reste toujours dans ma cohérence. Ma vitrine passera jamais avant mes proches. Jamais. Et donc, bien sûr que vous n'avez pas été au courant de tout. C'est logique, c'est normal. Souvent, les personnes qui aimeraient m'utiliser en tant qu'objet comme ça et bête de foire, et également mes enfants, c'est parce qu'eux-mêmes le font dans leur vie avec les gens proches autour d'eux. C'est qu'eux n'ont pas de scrupules, en fait, à le faire. Et c'est toujours eux avant tout. Et souvent, ces gens qui m'ont... Pour certains, ils me l'ont clairement verbalisé en consultation, qu'ils aimeraient, en général,
ces personnes-là ne sont pas du tout loyales envers moi. Non, c'est une confession. Et souvent, c'est les plus gros fléchettistes. C'est qu'eux, ça ne les dérange pas d'utiliser les autres et ils ont déjà fonctionné comme ça dans des vies antérieures. Pour vous donner d'ailleurs un exemple qui m'a un peu chamboulée ces derniers temps, c'est que j'ai eu en canalisation avec une de ces personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, en canalisation que cette personne était nazie dans ses vies antérieures. Ben, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté de j'utilise. Il n'y a pas de connexion au cœur envers l'être humain, c'est j'utilise et moi j'ai le droit, j'ai tous les droits. J'utilise les autres comme marchepied. Bah, si moi j'en tire un profit, c'est quoi le problème? Vous voyez, c'est souvent des gens qui dans les vies antérieures ont pratiqué l'esclavagisme. Vous voyez, ils ont beaucoup de choses à nettoyer dans leur conscientisation, dans leur façon de fonctionner. Et il y a beaucoup de reliquats encore dans leur façon de percevoir les choses. Ils n'ont pas fini de nettoyer tout ça. Donc ça ne les dérange pas, eux, d'utiliser les autres. Ben moi, ça me choque et moi, non, je refuse. Donc, j'ai vécu beaucoup de tests loyauté, oui. Et en fait, est-ce que je suis loyale? Oui. Les guides ont vu que j'étais loyale. Je suis sécure pour les gens autour de moi, oui. Je ne vais pas m'amuser à mentir pour me la péter. Je recherche absolument rien de ça. J'ai pas de dalidite, donc je m'en fous. Même quand je reçois des fléchettes, je continue de faire des trucs parce que je m'en fous en fait de ce que pensent les autres. Il y a cet axe que les guides m'ont demandé toujours de garder au-dessus de mon bureau. Si je dois baisser ma lumière, c'est que je ne suis pas dans la bonne pièce. C'était... Voilà. C'est ça. C'est que certains d'entre vous aimeraient que je loupe mes défis pour pas vous créer d'inconfort. Donc que je ne sois plus authentique. Tout ce qui vous arrangerait, vous. Mais je ne suis... Ça, c'est un manque de loyauté que vous avez, vous. Vous voulez prendre trop de place chez les autres. Vous faites les papillons de nuit, vous faites l'aigle noir dans la vie des autres. Faut pas croire. J'ai eu beau être naïve une grosse partie de ma vie, j'ai conscience que quand on est public, les gens vous utilisent et cherchent à vous utiliser pour leur propre profit. Mais dès que vous n'allez pas dans leur sens, c'est le coup de poignard dans le dos. Vous n'êtes qu'un objet pour eux. Il n'y a pas de loyauté humaine. Il n'y a pas de loyauté humaine. Il suffit que vous commenciez une thérapie avec, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas entendre la vérité. Cette personne peut vous faire des jérémiades, des courbettes, vous faire des compliments en veux-tu, en voilà, à tout va. Et puis, vous lui avez dit qu'elle avait tel truc à bosser. La personne est vexée comme un pou. Ça y est, elle arrête son coaching du jour au lendemain. Vous voyez? C'est ainsi que se passe ce métier, ne croyez pas? Les gens peuvent vous dire le lundi qu'ils vous adorent. Le mercredi, ils ont fait un truc qui est absolument pas OK. Vous le faites remarquer que ça, c'est pas OK. La personne estime que c'est elle la victime. Elle veut pas entendre sa part de responsabilité. Allez, elle vous ghoste. Elle vous ghoste. Tout ce manque de loyauté, ce manque de droiture,
le fait d'être trop connecté à vous et votre ego, votre narcissisme, vous allez être énormément testé sur tout ça durant ce mois. Et comme moi, j'avais très peu de choses à travailler sur le portail de la stratégie, puisque je ne suis pas stratège, eh bien, inévitablement, on m'a déjà fait travailler et tester la loyauté pendant ce temps-là, sans doute pour prendre de l'avance, pour me laisser aussi mes vacances avec sérénité, avec moins de défis sur le portail qui aura lieu durant les vacances. C'est le mois d'août, je ne sais pas encore quel sera le portail. Mais je vous autorise à vérifier, moi je suis totalement transparente, j'ai rien à me reprocher. On va verbaliser même la question en pendule de façon encore plus tranchée. C'est est-ce que Peggy a raté un seul défi de loyauté? Vous verrez, non. Est-ce que Peggy a réussi 100% de ses défis loyauté? Oui. La loyauté, au cas par cas, il faut faire attention à si votre loyauté est justifiée. Parce que moi, de là où j'ai démarré en bas de ma montagne, j'étais loyale avec tout le monde, même avec ceux qui ne méritaient pas. Oui, j'étais une serpillière. Et j'ai dû apprendre à ne pas faire preuve de loyauté envers les gens qui ne sont pas loyaux envers moi. Donc ces gens qui ne sont pas loyaux dans la loyauté avec moi, s'ils veulent, comment dire, s'ils me font une requête, qu'ils me demandent un service, ça sera non. Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à être loyale envers quelqu'un qui ne l'est pas envers moi. Donc le fait d'avoir reçu les fléchettes, et selon le niveau de fléchette, il y a des trucs qui sont plus graves ou pas. Il y a même des gens qui vous l'avouent même pas. Ils continuent de vous mentir pour en tirer encore un profit et encore vous manipuler. Tout ça a été vu, observé. Donc, vous ne devez pas traiter les traîtres, on va dire. Ce que j'appelle les traîtres, c'est ceux qui trahissent, hein, les contrôlants qui se permettent de trahir tout le monde, les dominants, hein, c'est ceux qui ont une blessure de trahison couplée à la blessure d'injustice. Ces gens-là, ils s'autorisent à être des traîtres, mais ils estiment qu'ils ont le droit. Vous n'avez pas de loyauté à avoir envers quelqu'un qui vous trahit. Vous mettez une distance. Vous mettez une distance et vous dites non. C'est pas ok, en fait. Ces gens-là, une fois qu'ils redeviendront droits, qu'ils vont nettoyer cette part-là d'eux, parfois les choses pourront s'améliorer. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ça dépend des personnes. Ça dépend de eux, comment ils vont nettoyer, comment ils vont se remettre en question, comment ils vont se corriger. Le pardon, c'est pas systématique. C'est au cas par cas. Et ça, on ne peut pas savoir. C'est dans l'instant présent qu'on le jauge, qu'on observe. J'ai parfois des personnes qui ont été dans cette énergie-là, que parfois j'ai dégagé de mes coachings, et parfois il y a des personnes qui veulent revenir. Et j'en ai accepté beaucoup. J'ai accepté un plus gros pourcentage de personnes qui sont venues s'excuser. J'ai accepté plus de personnes que je n'en ai refusé. Mais il y a des personnes, vous savez, qui ne sont toujours pas guéries et qu'ils vont recommencer. Dans 2 secondes, ils recommencent. C'est pas la peine. Parce que vous le voyez dans comment c'est verbalisé, vous le voyez dans l'énergie qui est irradiée, et parfois, vous êtes encore en train de recevoir des fléchettes. Donc,
Non, cette hypocrisie-là, non, ça sert à rien. Vous voyez un peu? Bah, toutes ces choses-là, c'est cette loyauté. Vous devez être dans la loyauté envers ceux qui le méritent et envers vous aussi. Moi, avant, j'étais que dans la loyauté envers les autres et jamais envers moi. Et c'est toujours ce travail dans le juste équilibre d'être dans la loyauté de envers moi et les autres. Ceux qui sont que dans la loyauté envers eux et jamais envers les autres, eux, c'est du narcissisme. Hein. C'est déjà de la toxicité. Vous voyez? Moi, mon problème était la toxicité envers moi. C'était vraiment ce que j'avais à travailler dans cette incarnation. D'être moins toxique envers moi. Me redonner de la valeur, arrêter de me sacrifier, arrêter d'être que loyal envers les autres, et surtout pas avec tout le monde en fait. Il y a ceux qui méritent et il y a ceux qui ne méritent pas. Tout ça, ça fait partie des choses que vous avez à travailler dans votre vie en fait. Parce que c'est du masochisme. Moi, ma blessure de trahison était énormément couplée à ma blessure de masochiste. L'humiliation. J'étais masochiste, mais à un niveau... Si je devais m'auto-évaluer, moi, avec ma calamity Peggy, je dirais style niveau irrécupérable. Vous voyez? Ça, c'est ma vision à moi, puisque j'ai toujours une vision sévère sur moi. Hein. Mais finalement, j'ai réussi. Donc en fait, vraiment, quand vous voulez, vous pouvez changer. Il faut le vouloir. Il faut avoir envie de sortir de ça. Parce que moi, je me voyais à un niveau irrécupérable. Et pourtant, j'ai réussi. Je dis pas que je suis parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Et je le revendique tout le temps. C'est vous qui avez envie que je sois parfaite. Quand je fais des stories où je chante, vous aimeriez que je sois un ténor? Non. Je chante comme une casserole, mais je m'en fous. Je fais pas les choses dans le but d'être parfaite. Et je l'assume, je le montre. Moi, j'assume mes imperfections. C'est vous qui assumez pas. C'est vous qui voulez que je sois parfaite. Moi, j'ai jamais cherché à être parfaite. C'est vous qui cherchez à me décortiquer pour que je sois parfaite. Ah, elle a mis des chaussures comme ça. Voilà. Vous êtes toujours comme ça, comme des Tati Daniel. Vous l'avez regardé, ce film, Tati Daniel? C'est un film très vieux. Hein. Moi, je l'ai regardé quand j'étais petite. Elle m'a drôlement fait rire. C'est une petite vieille qui est méchante, elle est aigrie. Elle est mauvaise, elle est piquante. Et elle est toujours en train d'être méchante. Tati Daniel. Vous devriez regarder ce film-là pour aller nettoyer votre côté Tati Daniel où vous pensez que ça se voit pas. Oh, mais si, ça se voit. Dans votre narcissisme aussi, c'est que vous projetez sur moi tout ce que vous êtes. Donc vous projetez sur moi ce que vous avez à guérir, votre façon de penser, vos intentions, et à chaque fois vous pensez que je suis votre clone. Non, j'avais pas les mêmes choses à travailler que vous, et vous pouvez vérifier individuellement au pendule, est-ce que Peggy avait les mêmes choses à travailler que moi? Non. Donc tout ce que tu supposes sur moi, il est toujours complètement à la ramasse, tu ne fais que transposer sur moi ta façon de fonctionner. Tout ce que tu supposes sur moi est une confession sur toi, en fait. Et c'est ta façon de fonctionner avec les gens en général. Tu transposes sur eux ce que toi tu ferais, en fait. Ce sur quoi tu as à travailler. Avant, dans mon hypersensibilité, tout ça m'aurait énormément fait de mal, oui. Et il a fallu que je cohabite avec tout ça et que ça ne me fasse plus mal. Sinon,
comment s'épanouir dans un travail tel que celui-là, puisque vous êtes exposé du matin au soir à la toxicité des gens. Du matin au soir. Donc vous êtes leur cible. Même les gens qui disent vous apprécier, ils sont en thérapie pour apprendre à aimer correctement. Donc même si ces gens m'apprécient, ils m'apprécient mal avec leur toxicité, avec ce qu'ils font subir à leurs enfants, avec leur façon d'aimer leur conjoint, mais qui est toxique. Donc inévitablement, moi je suis confrontée à tout ça, mais puissance 10 000 par rapport à vous. Parce que vous êtes peut-être confronté à une flamme jumelle dans votre vie, mais moi je suis confrontée à combien? Vous voyez? Et je suis pas dupe là-dessus, je suis pas naïve, je suis pas débile. Hein. Je le sais. Je vais pas en parler comme ça tout le temps, mais je suis pas débile, je suis pas dupe. C'est pas parce que je suis blonde et que j'ai des grandes boucles d'oreilles que je suis débile, vous voyez? Arrêtez de croire que je suis la petite naïve. Non, non, franchement. J'ai appris à me défendre, j'ai appris à me protéger, oui. Et en ce moment, vous allez beaucoup travailler aussi la loyauté avec les faux gentils. Ça, il y en a eu beaucoup dans les défis, les faux gentils, c'est-à-dire les personnes qui utilisent des clés de manipulation telles que la douceur, la petite voix, les flatteries. Je suis douce. Oh, que je suis douce. Oh, que je suis gentille. J'ai une toute petite voix, tu entends? Je prends ma petite voix pour te parler. Oh, je fais beaucoup de compliments. Je fais voir que je m'intéresse à toi. Comme ça, tu vois pas que je viens, il y a 5 minutes, je t'ai envoyé 10 000 fléchettes. Je fais ma petite hypocrite, ça marche super bien, c'est ce que je fais au travail avec tous mes collègues. Je suis douce, je suis gentille. Tu le vois que je suis gentille? Je sors tout mon trousseau de clés. J'ai plein de clés de gentille. Et quand vous les voyez en train de faire, vous observez jusqu'où la personne est prête à aller dans son sketch. C'est une confession, parce qu'inévitablement, elle le fait avec vous. Vous représentez ce que cette personne fait au quotidien avec toutes les personnes qu'elle croise. Donc vous en prenez note, vous en avez connaissance, et après quand elle vous raconte « Un tel il m'a fait ça, mais un tel il m'a fait ça, mais c'est inaccessible, mais c'est inadmissible, mais tu te rends pas compte ?» Ah ouais, oh, étonnant, tiens. Donc voilà, tout ça, c'est, vous voyez, la loyauté. La loyauté, c'est quelque chose qui, de base, est lumineux. Mais si vous êtes, en temps de guerre, loyal à Hitler, c'est pas lumineux, en fait. Vous n'êtes pas censé être loyal à n'importe qui. Vous êtes censé être quelqu'un de droit qui est capable d'être du bon côté, qui est capable d'avoir assez de cohérence dans son analyse pour savoir faire la part des choses. Pour savoir voir que tout le monde ne mérite pas tout, qu'il y a des personnes qui ne méritent pas certaines choses. Vous devez arrêter de donner à des personnes aux mauvaises personnes. C'est vraiment un chemin, cette montagne, c'est vraiment un chemin qui vous rend plus lumineux. Moi, j'ai dû apprendre que ma façon de toujours donner à tout le monde, bah, c'était pas ok, en fait. Parce que quand vous donnez à Hitler, c'est pas ok, en fait. Moi, j'étais dans un excès d'espoir en l'être humain. J'étais naïve, j'étais dans cet excès de positivité, en fait. Une positivité toxique, puisque j'étais toujours persuadée que tous les êtres humains étaient capables de changer.
certains ne pourront pas dans cette incarnation. Il y a trop de dégâts. Et surtout, il y a des personnes qui ne veulent pas. Et ça, quand vous êtes dans un côté sauveur, vous avez tellement du mal à l'accepter. Comment une personne peut avoir envie de rester toxique? Ben, il y a des gens, ils en tirent tellement de profit. Pour cette raison-là, cette raison-là, cette raison-là. Il est hors de question. C'est plus facile. Ah oui, c'est plus facile. C'est plus facile de rester en bas que de monter, hein. C'est là où il faut voir les valeurs de la personne. Elle a de l'ambition dans l'avoir ou elle a de l'ambition dans l'être. Et c'est tout ça qu'il faut un peu observer, en fait, hein. Observez les gens. Parlez moins. Parlez moins. Écoutez-les. Tous les articles que je fais, c'est un peu pour vous aider à être votre sécurité, à repérer les red flags. Ensuite, apprenez à moins parler. Vous n'imaginez pas quand vous parlez moins et que vous écoutez la sécurité que vous devenez pour vous-même. Vous n'imaginez pas à quel point. C'est ça que j'essaye de vous apprendre en consultation, c'est écoute ce qu'a dit cette personne. Cette personne t'a montré qu'elle n'était pas si méchante que ça. Donc pourquoi vouloir être intransigeant et vouloir la dégager? Sois ta sécurité, arrête de dégager les bonnes personnes. Et par contre, cette personne, écoute ce qu'elle a dit. Là, il y a quelque chose qui craint. Tu l'as pas entendu, ce truc qui craint? Là, t'as pas entendu son état d'esprit? Elle vient de confesser qui elle était. Pourquoi te contentes-tu d'à peu près en laissant cette personne dans ta vie? Le but, c'est de vous apprendre à être votre sécurité. Parlez moins. Écoutez. Mais comme quand vous êtes dans l'ego, vous avez toujours envie de parler. Vous avez toujours envie de couper la parole. Vous avez toujours... Vous écoutez même pas la personne, vous êtes déjà en train de répondre dans votre tête. Qu'est-ce que vous êtes déjà en train de préparer ce que vous allez répondre? Vous écoutez trop parler. Il y a trop de narcissisme et d'ego. L'ego, c'est votre pire ennemi. Vous êtes persuadé que votre ego vous protège. Pas du tout. C'est votre yang qui vous protège. Le yang, c'est l'ego positif. Moi, le côté protecteur de l'ego, non, ça n'existe pas. Il y a le yang à l'intérieur de vous, c'est lui la sécurité. L'ego, c'est négatif, c'est l'ego blessé des blessures. Faites attention aux mots. Faites attention aux mots. Faites attention aux définitions. Faites attention à l'ego spirituel. C'est votre ennemi. Est-ce que j'ai assez parlé de loyauté? On va sortir peut-être un petit extrait. C'est un texte que moi-même j'ai écrit. Et on veut que je lise un texte de moi. Bon, c'est flatteur. C'est flatteur. Ce texte, j'avais écrit « Prouver aux autres ». J'avais commencé par une citation qui venait de moi ou pas, j'en sais rien. Je ne sais plus, j'ai écrit ça il y a très longtemps. J'ai écrit « Sois la raison pour laquelle les gens croient aux belles âmes et au bon cœur. N'arrête jamais d'être une bonne personne. » Oui, mais pas avec n'importe qui. D'accord, je le précise, hein, parce que les extrémistes comprennent tout à l'inverse. Hein. Quand on dit « mets du sel », il faut préciser « pas 1 kilo de sel, une pincée de sel ». Donc là, je reprécise « Sois la raison pour laquelle les gens croient aux belles âmes et au bon cœur. N'arrête jamais d'être une bonne personne. » Mais si tu aides Hitler, tu n'es pas une bonne personne, tu aides un tyran. Tu es une tierce, d'accord? Donc fais bien la part des choses, hein, voilà.
À une époque, je trouvais cette phrase trop belle. C'est ce que j'avais écrit. Puis la vie m'a appris que tu n'as rien à prouver et que quelqu'un qui est aigri, qui ne croit en rien, qui est éteint, négatif. Oh, une Tati Daniel, visiblement. Tu auras beau faire tout ce que tu veux. La personne ne verra rien, car elle est aigrie et elle traduit tout selon son prisme négatif et sombre. Ces gens ne croient tellement plus en rien, en la bonté, en la beauté, qu'ils traduiront tout dans leur paranoïa excessive. Ils interpréteront et supposeront tout en mode sombre et négatif. Ces gens vous chercheront d'époux, quoi que vous fassiez. Ils vous jugeront, quoi que vous disiez. Car dans leur tête, ça passe toujours par ce filtre noir. Oui, eux, ils ont des lunettes noires. Ils voient comme ils ont envie de voir. Ils interprètent comme ils ont envie d'interpréter. Ne vous tuez pas la tâche. Vous n'avez rien à prouver. Laissez-les dans leur monde aigri. Ils vous vampiriseraient et vous demanderaient de prouver. Prouvez encore plus. Prouve-moi encore et encore. Plus, toujours plus et encore plus. Tue-toi à cette tâche. Prouve-moi. Peut-être qu'ainsi je te croirai. Si tu te mets à genoux, cela guérira peut-être ma blessure de trahison à moi, ou d'injustice à moi. Je verrai peut-être qu'on peut faire encore confiance, ou que ça existe les gens justes, mais seulement quelques heures, oui. Car demain, je me lèverai avec un nouvel Alzheimer. Et je te redemanderai de me prouver, prouve-moi encore plus, oui, plus, toujours plus. C'est pas assez. Donne-moi des preuves. Tu dois obtenir ma confiance. Encore. Non. En fait, tu vas juste aller te faire foutre. Car lorsqu'on connaît sa valeur, on n'a rien à prouver. Pense ce que tu veux. Vois ce que tu veux. Interprète comme tu as envie. Si tu savais comme j'en ai rien à cirer. Quand tu es guéri, tu tournes le dos en souriant, en te disant « Mon Dieu que je plains ces gens aigris. Mon Dieu que je plains ces vampires qui ne croient plus en rien. Je leur souhaite bon chemin. » La personne aigrie est condescendante, jugeante. Elle vampirise et exige de vous des preuves. Oui, cause toujours. J'ai mieux à faire. Quoi donc? Vivre. Tu peux pas vivre avec un aigri. Tu peux pas vivre avec un vampire. Il va juste te tuer, car ce sera jamais assez. J'aurais dû écrire la date à laquelle j'ai écrit ça. C'est très vieux, mais en tout cas, c'est un texte que j'ai écrit quand je devais encore monter ma montagne, je pense. Vous n'avez pas cette loyauté envers ces gens-là. Ces gens-là, vous allez vouloir les sauver, mais en fait, ils vous emmènent vous noyer. Ils vous prennent tout. Ça n'est jamais assez. Faites pas d'amalgame. On parle des gens qui gravitent autour de vous. On ne parle pas de vos thérapeutes et on ne parle pas de vos guides. Avec eux, inévitablement, c'est comme à l'école. C'est comme si votre enfant disait le soir en rentrant d'école « J'ai rien à prouver à la maîtresse. Elle m'a mis un 5 sur 20, mais j'ai rien à prouver. » Ben si, quand même, hein. C'est quoi cette histoire-là? C'est pour toi, tu as un objectif à atteindre. Donc si ta maîtresse t'a mis 5 sur 20, c'est que tu n'as pas compris. Donc là, retravaillons cet aspect-là. Vous voyez,
un rigide est capable d'avoir un discours de merde comme ça. S'il a un discours de merde comme ça, on va peut-être lui mettre en face son enfant qui va avoir une vision de merde, qui sera son propre reflet, pour voir, t'as vu le reflet? Tu l'as vu? L'incohérence? Bah oui, ton enfant a un discours incohérent, parce que toi-même, la veille, tu nous as fait le même avec nous. Le rigide, il fait pas... Il a entendu une phrase, et cette phrase, il va la sortir dans des contextes qui s'y prêtent même pas. Le labyrinthe 3 de l'analyse cohérente est très compliqué pour un rigide. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller renettoyer des nœuds, on est obligé d'aller redéfaire des croyances, on est obligé d'aller retravailler le labyrinthe 1, les effets halo, les croyances qui viennent d'où, on ne sait pas, on est obligé d'aller retravailler le labyrinthe 2. On est obligé d'aller revoir des notions dans les portails, oui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bon défi loyauté. Observez à qui, à quoi vous êtes loyal. La loyauté, c'est pas systématique. Non. Belle journée à vous!